Hello, los amigos. Hello. J'espère que tout le monde va bien. Amigos. Souvent, on rigole parce qu'on s'installe avant. Il y a des petites blagues qui partent avant le top. Des vérités, on peut le dire. Podcast qui va être... je le sens vraiment bien celui-là. Il va être au top. Cinglant. On a un invité. Tout à fait. Je vais le laisser se présenter. Et je le remercie, parce qu'en plus, je l'ai appelé, je vais être honnête avec vous, on se dit tout aussi, je l'ai appelé 1 heure avant le podcast. Il est quand même venu, alors qu'on est en semaine, c'est pas le week-end. Donc, Hilal, Salem, bienvenue. Salem, merci pour l'invitation. Voilà. Je te laisse te présenter rapidement. Allez. Du coup, Hilal, je suis le fondateur de l'agence Medini Homes, une agence de gestion locative courte durée. Donc, communément, on appelle ça du Airbnb, de la gestion Airbnb. J'ai monté la boîte il y a 2 ans. Et voilà, donc tout se passe très bien. On gère les appartements pour globalement des investisseurs français, puisque c'était initialement notre cible, mais après, on a de plus en plus de clients étrangers. Et pour me présenter un peu, moi, je suis de l'hôtellerie. J'ai fait 15 ans d'hôtellerie dans les pattes en France. J'ai fait plusieurs ouvertures d'hôtels. Je suis un ancien directeur d'hôtel. Et je me suis installé il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, parce que je rentre dans ma 3e année. Et voilà. Ok, cool, super. Donc en résumé, si un investisseur français ou européen, entre guillemets, francophone, veut investir dans un appartement, tu gères derrière toute la partie locative. Exactement. Voilà, exactement. Donc on a la chance d'avoir un partenaire fiable et crédible à notre table en résumé. C'est ça. Ça fait plaisir quand même. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner une expérience perso, comme certains d'entre vous. J'espère que vous serez nombreux à regarder cet épisode parce que je pense que vous allez apprendre énormément. Parce que comme souvent, faut pas juste s'arrêter à la surface des choses, il faut creuser, il faut gratter. Et voilà, toute personne qui investit dans l'immobilier à Dubaï, allez, je vais donner un chiffre comme ça, chez nous en tout cas, dans notre agence, 80% c'est de l'investissement. Même si certains pensent, pourquoi pas préparer une expatriation, ça finit très très souvent en mise en location, et notamment courte durée. Je connais même des gens qui se sont expatriés, leur bien principal dans lequel ils vivent, c'est une chose, mais le bien qu'ils avaient acheté chez nous, ils le mettent en location. Donc, le but de tout ça, c'est de pouvoir générer un revenu, préparer une retraite, peu importe. Exactement. Sincèrement, les gars, c'est un métier à part entière. Souvent, on se met en avant, que ce soit moi, Ben, Mehdi, pour dire que si vous achetez chez nous, c'est un suivi, on ne vous laisse pas sur le bord de la route, on va jusqu'au bout avec vous, on fait la loc. C'est vrai, mais moi, à titre perso, j'arrête. Je raccroche les gants, jette l'éponge. Il y a Hilal qui va s'en occuper. Exactement. Je vais lui laisser la parole dans peu de temps. Mais sincèrement, faites très attention. Parce que vous avez acheté un super projet au bon prix, bon plan de paiement. Et si derrière, ce n'est pas la bonne personne qui le gère, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Tu peux même dire qu'il y en a beaucoup, même chez les Français, qui vont faire sous-traiter ça. Et ça peut tomber sur un Indien, enfin une communauté différente des Français. Et le mec, déjà, il a les barrières de la langue. Il va pas forcément bien faire attention à rentabiliser le bien sur la partie locative. Donc ça peut être c'est un domaine, pour le coup, à ne vraiment pas négliger. Et là, on a de la chance de l'avoir avec nous. Il va vraiment pouvoir nous donner beaucoup d'astuces pour que les gens se rentabilisent un maximum et dans une certaine sérénité leur bien immobilier, en fait, au final. Ouais, c'est ça. C'est vrai ce que tu disais, Ben. Il y a des gens qui investissent, du coup, ils confient leur bien à la mauvaise personne et ils pensent que c'est un mauvais investissement. Alors que, en réalité, c'est un super investissement parfois, même dans la plupart des cas. C'est juste que ça a été mal géré par des personnes qui connaissent pas le métier. La gestion locative, c'est comme si on vous donnait un hôtel à gérer tout simplement. Ouais. Il faut savoir faire du revenu management, il faut savoir s'entourer des partenaires de qualité, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour la maintenance, que ce soit pour les check-in, les check-out, peu importe, tout ce qui touche à la location, faut que ce soit des partenaires de qualité. Surtout, on parle du ménage, tu vois, c'est pas du ménage classique comme on peut voir quand on prend un ménage pour chez soi ici. Non, il faut la blanchisserie. Il faut qu'on mette en place certaines amenities. Nous, on a un service de qualité premium, donc on fournit du shampoing, du café, du savon, du thé. C'est un hôtel, quoi. Voilà, c'est vraiment une prestation hôtelière. Exactement. Ça va dans les détails. Voilà, des brosses à dents, des peignes. Vraiment, on va dans les détails. Donc, dès que tu as mis toutes ces choses-là en place, déjà, il faut y penser.
Donc, quand tu n'es pas du métier, tu peux penser que c'est qu'un détail, mais la réalité, c'est que quand tu crées une expérience client, que le client il rentre dans un appartement et il ne s'attendait pas à avoir tout ça, tu as mis des petites attentions supplémentaires, déjà, tu sais que tu vas avoir des bons commentaires et tes commentaires, bah, c'est ta carte de visite. Ah, clairement. Il y a des choses, tu vois, quand tu es sur Airbnb, typiquement, et d'ailleurs, c'est sur le site Airbnb, donc il n'y a même pas à inventer, ils te disent quel est le parcours client. Donc, le client, il clique sur un appartement, il regarde d'abord les photos et ensuite les commentaires. Et dans 80% des cas, il quitte après les commentaires. Enfin, quand il ne réserve pas. Ou alors, il réserve juste après avoir vu les commentaires et les photos. Mais la description, ce genre de choses, c'est des éléments qui sont très, très peu mis en avant. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, on regarde si l'appartement est correct, il est joli, il nous convient, il est dans nos standards. Et on regarde si d'autres personnes, d'ailleurs, tu le disais juste avant qu'on commence le podcast, tu regardes beaucoup les commentaires de certaines communautés parce que tu sais qu'ils ont les mêmes standards. Et ben, c'est pareil pour Airbnb. D'ailleurs, ils mettent aussi en avant les listings avec beaucoup de commentaires et beaucoup de bons commentaires. Donc, il y a un algorithme qui fait grimper le... Exactement. Il y a plein de petits détails comme le nombre de fois on a été mis en wishlist, le nombre de fois on a cliqué, converti, le nombre de commentaires. Après, il y a la localisation, le prix. Il y a plein de petites choses qui font que Airbnb nous met en avant. Et si tu ne connais pas ces choses-là, tu penses que c'est le hasard. Il faut savoir que quand même, Airbnb à Dubaï, mine de rien, c'est un marché concurrentiel. Ouais. Donc, il doit y avoir 20 000 biens en Airbnb en holiday home à Dubaï. Ah, quand même. Hein. Quand même. Donc, en réalité, il n'y a pas 20 000 biens dans la même niche et il n'y a pas 20 000 biens de qualité. Donc, voilà, il y en a qui louent des chambres, il y en a qui, même si c'est interdit, il y en a qui louent des chambres, il y en a qui louent des villas. Ah, les chambres, c'est considéré comme de la colocation. Ouais, en fait, c'est interdit de louer juste une chambre. Après, tu peux faire de la colocation à Dubaï maintenant, c'est autorisé, mais tu ne peux pas louer juste une chambre sur Airbnb pour des raisons, parce que déjà, tu dois faire une demande de permis pour gérer un bien à Dubaï, ça s'appelle le DTCM. Et ce permis-là, tu ne peux pas le faire que pour une chambre, tu dois le faire pour ton bien en entier. Et quand tu fais ton annonce, tu dois mettre ton bien, le numéro de DTCM. Voilà, de DTCM, exactement. Tu peux avoir de bonnes amendes si tu ne fais pas ça. Même si, pour être totalement franc, les contrôles ne sont pas encore bien poussés. Ouais, comme souvent à Dubaï, ça tâtonne au début, mais après, quand ça tombe, c'est ça. La faucheuse. Exactement. Ils mettent des bons coups de pression, mais la réalité, c'est qu'ils ne viennent jamais check. Nous... chaque fois, surtout au début, on s'est mis beaucoup de pression sur être légal partout, nanani, nanana. Moi, je suis un psychopathe de ça. J'ai tellement peur. C'est la France, là. Ah ouais, c'est la France. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Ouais. Et du coup, bah voilà. Puis finalement, on n'a jamais été inquiété. Donc, bon, bah de toute façon, ils peuvent. Maintenant, j'attends en fait. Voilà, t'es dans les clous, toi. Exactement. Maintenant que tout est. Enfin, tu vois, ça va jusqu'au petit QR code qu'il faut coller sur la porte. Tu vois, même si tu n'as pas mis ça, en tant que holiday home, tu peux te manger une amende, alors que ton bien est enregistré et tout, hein, mais c'est juste que tu n'as pas mis le QR code qu'eux vont pouvoir scanner, etc. Tu peux avoir une petite amende. Bon, après, ils sont cool, ils ne sont pas non plus... Ouais, ça va, ils ne sont pas encore trop chiants. Ouais, c'est ça. C'est pour réguler et justement éviter tous les problèmes dont on va sûrement parler. Il y a beaucoup d'arnaques, comme tu le disais un petit peu avant le podcast. Beaucoup d'agences qui louent des appartements sans les permis, même des agences. Hein. On ne parle même pas de particuliers. Des agences qui font ça. Y en a qui ne le savent pas, puisque tout le monde vient sur le marché et s'installe et ne se renseigne pas sur les lois en vigueur ou la régulation. Et il y en a qui le savent, mais juste ne le font pas, puisque, pour X ou Y raison. C'est une vraie problématique. Ouais. Ça, tu te mets en danger, toi, en tant agence, mais tu mets en danger également le propriétaire. Moi, je pense surtout je pense au propriétaire. Et après, moi, je suis très porté sur l'humain. Donc, je me dis, quand tu veux venir, qui plus à Dubaï, belle ville, ainsi de suite, tu as envie d'arriver, de ne pas te poser des questions sur le Airbnb, est-ce qu'il y a eu un problème, tu veux dire, tu viens pour passer des belles vacances. D'ailleurs, c'était l'objet d'une question que j'ai pour toi. Comment tu choisis est-ce que tu as des critères spécifiques pour choisir, tu as dit que tu avais à peu près une cinquantaine, c'est ça? Un peu plus de 50 maintenant. Ouais. Comment tu as fait pour les sélectionner? Est-ce que c'est le premier qui vient, ou est-ce que même vis-à-vis du propriétaire, tu as tes propres critères en tête? Pour les appartements, tu veux dire? Pour les appartements, les studios. Dans la majorité des cas,
Déjà, c'est que des demandes entrantes. Nous, on ne démarche pas. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs, exactement. On a des partenaires qui sont des agences ou des agents immobiliers, donc qui font appel à nous pour leurs clients. Et on a des clients qui, eux, réinvestissent. Et donc, dans ces cas-là, ils nous demandent conseil. Donc, on leur dit, voilà, ça, c'est peut-être un bon investissement pour le locatif. Ça vaut mieux laisser tomber. Donc, c'est comme ça que la sélection se fait. Il y a des biens qu'on refuse. Par exemple, aujourd'hui, on va éviter certains biens dans certains quartiers parce qu'ils sont trop éloignés, qui ne sont pas faits pour le Airbnb. Malheureusement, il y a beaucoup de clients qui achètent pour faire du short terme dans des quartiers qui ne sont pas de short terme parce que soit ils n'ont pas fait leur étude, ils n'ont pas fait leur devoir avant d'investir. Donc ça arrive beaucoup. Soit voilà, on les a poussés à acheter un bien qui ne matche pas le... Ouais. Tu as un exemple concret d'ailleurs? Parce que c'est bien ce que tu dis là, on l'a poussé. Ça, c'est bien de préciser que voilà, on pousse la personne à acheter un bien, mais on oublie de lui dire que sur ce secteur-là, c'est pas forcément pour de la rente locative, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. C'est pas forcément judicieux de le faire. Et ça, c'est important ce que tu viens de dire. Ouais, déjà, il faut savoir une chose, c'est que les agents immobiliers sont spécialisés dans la vente. Ouais, le gars, il est surtout Dubaï, les mecs, ils pensent court terme, ils cherchent pas à... Exactement. C'est très rare. Nous, honnêtement, les agents avec qui on travaille, beaucoup viennent nous voir. En plus, nous, on a mis un outil maintenant en place sur notre site qui permet de savoir, dans le quartier, tu mets ton type d'appartement et le quartier dans lequel tu veux investir, et tu as une moyenne de rendement locatif net. Ça, c'est bien. Voilà. On a collecté toute la data qu'on avait. Ah, c'est top, ça. On la met à jour de temps en temps, parce que ça varie pas énormément, mais on la met à jour. Et puis, tu sais à peu près combien tu vas faire. Alors, c'est une estimation, parce qu'il faut savoir qu'il y a des biens qui vont sous-performer, comme il y en a qui vont surperformer. Mais pour donner des exemples, non, concrètement, tu vois, un agent il est spécialisé dans la vente. Lui, il veut faire sa vente. Il a des petites rumeurs sur le potentiel locatif. Mais derrière, il ne sait pas précisément ce qu'il faut faire, ou alors si c'est vraiment un bon investissement dans ce quartier-là. C'est difficile de se tromper pour un agent immobilier, parce qu'aujourd'hui, tout marche plus ou moins. Mais par exemple, je vais te dire un truc tout bête. Quand tu vois, on parlait des one bedroom tout à l'heure. Les one bedroom, ça reste un investissement intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Les studios aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que, surface beaucoup plus petite, donc charge moins élevée. C'est très liquide, donc c'est-à-dire que ça se revend aussi facilement. Et également, on a beaucoup plus de demandes. On parle d'expatriés, des gens qui viennent s'installer seuls ou en couple, ça fait l'affaire. On parle de tous les touristes qui viennent seuls ou en couple également. Exactement. Tu vois, on a même des couples avec un enfant qui peuvent tout à fait venir dans un studio, etc. Donc forcément, quand on va sur Airbnb, on cherche une solution budget. Même si ça peut parfois être un petit peu plus cher qu'un hôtel, mais on sait que derrière, ils vont pouvoir cuisiner. Pas Ils forcément... vont s'y retrouver dans les coûts, quoi. Exactement, ils vont s'y retrouver dans les coûts. Donc il y a plein de petits éléments à prendre en compte. Tu vois, on ne vend pas un 3 bedroom pour faire du Airbnb, tu vois, par exemple. Oui, ou alors on ne te vend pas à Akoya, là-bas dans le désert, pour faire de la rente locative. C'est ça où je voulais en venir. Exactement. C'est dingue comment ça varie, parce que moi, c'est marrant que tu dises ça, faut être honnête. Hein. Moi, j'ai déjà conseillé un client dans ce sens-là. Tu vois, moi, je m'étais basé, c'était l'année dernière, j'avais pas toutes les statistiques, les retours terrain de Airbnb, et je m'étais basé sur mon expérience Airbnb en France. Et moi, j'avais été choqué. J'avais une entreprise qui avait rien à voir avec l'immobilier, où j'avais des employés qui se déplaçaient en France faire du raccordement de fibre optique, etc. D'accord. Et j'étais choqué. La méthode a été assez classique. Je louais un Airbnb pour 24 ou 48 heures. C'était des patelins paumés. Genre, la poste, elle ferme à 16 heures. Le truc, tu te dis, mais jamais, en plein mois de février, jamais. Et le truc, c'est qu'après, pour éviter les frais, je suis honnête, pour éviter les frais d'Airbnb, je disais aux gars, négociez avec le proprio. Moi, je lui fais un virement, vous le payez en espèces, peu importe, ou en général, c'était virement pour quand même une traçabilité. Et comme ça, on passe pas par Airbnb. Et parfois, tu vois, j'avais tendance à oublier. Donc, un jour passe, 2 jours passent, et je me suis dit, c'est bon, on a le temps. Et je reçois un mail, les mecs m'appellent, il y a un mec, il y a une femme de ménage, elle vient d'arriver dans le Airbnb, tout, qu'est-ce qui se passe? Le truc était pris. Et après, j'étais amené à parler avec des propriétaires, on me fait, non, monsieur, on est plein presque toute l'année. Sauf qu'en France, il y a parfois, j'imagine, c'était pas forcément des touristes, il y a un profil justement de mecs en déplacement, de commerciaux, ou je sais pas qui sont ces gens-là,
Mais Airbnb, en France, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche même dans des coins paumés. Ouais, c'est vrai. Mais Dubaï, visiblement, c'est pas la même chose. Ouais. Au contraire, même, il y a des coins plus les coins sont paumés, donc moins tu as de concurrence. Et tu as des outils aujourd'hui qui te permettent de savoir quelle est la demande et de calculer très facilement la rentabilité, que ce soit à Dubaï. Bon, à Dubaï, c'est un peu plus compliqué parce que quasiment tous les quartiers, tu peux faire du Airbnb. Tu vois. Mais en France, tu as des quartiers, comme tu disais, il suffit qu'il y ait une usine ou deux dans le coin et qu'ils ont souvent des séminaires, des conneries comme ça. Exactement. Et il n'y a pas un seul Airbnb où donc déjà, tu es sûr qu'il n'y a pas d'hôtel, mais il suffit d'un petit studio pour cartonner. Tu vois. Et donc, tu vois, il y a des outils comme AirDNA qui permettent de faire des études en fonction du quartier, qui te disent combien les biens se louent en moyenne. Et donc, tu vois, faire ce genre d'études. Faire tes calculs, te projeter. Il y a des mecs les Américains sont très forts pour ça. Eux, ils font même de la sous-location. Donc, ils vont louer des apparts à l'année pour les sous-louer derrière parce qu'ils ont fait leurs petites études. Ils ont vu que sur Airbnb, avec la data qu'ils avaient, ils allaient pouvoir générer en moyenne 30-40% de plus. Des fois, ils font c'est fou, 50%. Ça en devient. Mais à Bali, ils font ça aussi. Bali, il y a beaucoup de gens qui arrivent la saison des pluies, donc l'hiver. Ils louent plusieurs villas sur l'année. Et après, ils relouent soit la chambre, soit toute la villa, mais à la semaine. Et il y en a, je ne sais pas combien ils font, mais j'ai rencontré des personnes qui vivent de ça, en tout cas. Ils vivent décemment, c'est leur job. Ils font que ça. Quoi. C'est fou. Hein. Mais donc, concrètement, donc là, ce qui est bien, tu nous as donné une super info. Et on va être honnête, avant de tourner, Hilal m'en a parlé et j'étais un petit peu étonné. Une fois qu'il me l'a dit, ça coule de source. Mais c'est vrai que le one bed, il est un peu en flottement entre les deux. Tu vois, il n'est pas assez espacé. Tu n'as pas assez de séparation pour qu'il y ait deux couples qui viennent passer des vacances ou une famille complète. Et il est pas. Et niveau prix, les gens ils préféreront se mettre sur un studio. Exactement. Donc, et niveau surface, il y a beaucoup plus de surface, donc plus de les charges élevées. Exactement. Ouais. Ça reste quand même, faut pas. Ouais, non, c'est pas. Voilà. En plus, on en vend nous des. Voilà, c'est aussi ça. Mais c'est surtout que tu vois, ça reste. En plus, il y a différentes stratégies d'investissement. Il y en a qui achètent pour revendre, il y en a qui achètent pour eux, il y en a qui achètent pour faire de la location à l'année. Ils veulent pas entendre du Airbnb. À l'année, ça se loue bien. Les one bed, ça se loue bien, exactement. Quelqu'un qui vient, qui s'installe, il a fait ses 2-3 premiers mois dans un studio en Airbnb. Et après l'upgrade. Et il loue à l'année, et ça lui revient pas cher, mais le propriétaire, lui, il est très content parce qu'il a loué à l'année. Il y en a qui veulent pas entendre parler du Airbnb. J'ai plein de clients qui me disent, en fait, ils ont peur, ils veulent pas, ils préfèrent gagner moins, mais être assurés d'une renta qu'ils connaissent au préalable. C'est ça. Ils ont peur que ce soit les montagnes russes Airbnb. Puis en plus, les prix, ils ont pas mal augmenté à l'année. Ouais, non, les loyers sont assez élevés là. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre acheter un bien immobilier, le mettre en rente locative à l'année ou en Airbnb. Est-ce qu'il y a une très grosse différence entre guillemets entre les deux? Alors, en moyenne, on est entre 20 et 30% de différence. Ouais. Mais tu as une certaine tranquillité quand tu le mets à l'année pour le coup. Voilà, tu as une certaine tranquillité et surtout, t'as les. Alors, c'est un peu particulier à Dubaï. Déjà, les prix ils ont augmenté. Oui, ça c'est vrai. Donc, par exemple, à la Marina, des fois, sur les one bedroom, comme je te disais tout à l'heure, nous, on a des one bedroom, on les a perdus, entre guillemets, on les a plus en listing parce qu'à l'année, les prix avaient augmenté. Donc les gens, ils les ont remis. Voilà. Sachant que, par exemple, on a d'autres qui ont fait le test. Tu vois, on parlait de notre ami qu'on a en commun. Il a fait le test. Malheureusement, il a pas réussi à le louer. Donc, pour lui, le delta qu'il a mis à essayer de louer son appartement à l'année, donc 1 mois, 2 mois, essayer vide, parce qu'il faut faire les visites, il faut faire ceci. Bien sûr. Du coup, c'était plus intéressant. Il l'a remis en short terme. Il se prend pas la tête. C'est loué toute l'année. Ça tourne en short terme, quoi. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est que, tu sais, pendant le Covid, par exemple, les prix avaient énormément baissé. Oui. Et il y a un index à respecter. Donc, il y a des clients, des propriétaires qui ne peuvent pas augmenter le loyer au-dessus de l'index. Donc, eux, c'est sûr et certain, c'est mieux de faire du short terme. Ouais. Parce que... ils démarraient tellement bas. C'est-à-dire que même si le prix du marché, il a fait x2, eux, ils ne peuvent pas augmenter au-dessus de l'index que c'est 15%, Dubaï. Non, 10, non. Ça dépend du quartier. Ouais. Il y en a, c'est 5, il y en a, ça dépend vraiment du quartier. Il y en a, c'est 0. Il n'y a pas d'augmentation, ils ne peuvent pas faire d'augmentation. Ouais. C'est le DLD qui décide. DLD qui est le Dubai Land Department. C'est eux qui régissent un peu les lois de l'immobilier locatif et vente à Dubaï. Quoi. Okay. Donc, par contre, pas pour le locatif court terme. Pour le locatif court terme, c'est le DTCM.
Donc c'est le département... Bon, c'est autre chose, c'est Dubai Tourism and Authority, Commerce and Marketing. Ouais. Donc c'est eux qui délivrent les permis de gestion locative. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, pour revenir juste à ta question, ça peut être intéressant à l'année, mais en règle générale, le short terme, c'est quand même beaucoup plus c'est là où tu gagnes plus d'argent. Tu gagnes plus d'argent et il y a d'autres avantages. C'est-à-dire que c'est pas le seul avantage de gagner de l'argent. De un, tu peux jouir de ton appartement quand tu veux, quand tu viens à Dubaï, pour toi ou ta famille. Ouais, ça c'est vrai. Déjà, ça c'est... Ça t'est déjà arrivé, je te pose rapidement, je te coupe, ça t'est déjà arrivé où les personnes ne sont pas pris au bon moment et tu as été amené à prendre les devants et contacter des clients avant leur arrivée et leur faire... Les propriétaires, tu veux dire? Contacter, non, on va dire des locataires. Moi, je suis proprio, je veux aller dans mon bien, je te préviens un peu, pas last minute, mais je te préviens 2-3 semaines avant mon arrivée. Et il y avait déjà, dans la semaine, il y avait 3 nuits qui sont censées être occupées. Ouais. Alors ça m'est jamais arrivé parce que je préviens les clients que s'ils veulent leur appartement, ils ont la possibilité, en fait, directement sur leur application, de bloquer des dates pour eux. Et nous, on ne sort jamais un client qui a réservé. Ouais. Voilà. On respecte ça. Et en plus, même pour eux, c'est une annulation, ça pénalise l'algorithme. Ouais, donc derrière, nous, on ne fait pas ça. On prévient le propriétaire, il est au courant, il sait qu'il peut bloquer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance les dates qu'il veut. S'il veut bloquer tout le mois pour ensuite débloquer des dates, s'il n'est pas sûr du billet qu'il va prendre, il le fait. Mais comme je te disais, tu vois, avec l'application, il peut regarder qui a loué, quand c'est loué, combien, il peut bloquer des dates pour lui ou sa famille. Il a la totale transparence, il est en France, il peut savoir... c'est une grosse plus-value, ça. Ouais. Écoutez bien, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui propose ça. Et là, c'est transparence totale. C'est-à-dire que tu as mis en place une appli qui permet au propriétaire de tout gérer à distance. Exactement. Il voit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la réservation, elle tombe, il est notifié en même temps que nous. T'as mis résa automatique? Ouais, c'est résa automatique. Ça, c'est pareil, c'est pour pouvoir pour maximiser les revenus, la rentabilité, le taux de conversion. Quand tu fais ça de manière professionnelle, il faut pas mettre la réservation en non instantané. Tu vois. Il faut vraiment tout optimiser pour avoir un maximum de réservations. Et quand tu fais ça, tu t'ouvres pas la porte. J'essaye d'aller loin dans les recoins. Justement, vu que tu filtres pas, tu tombes pas, par exemple, un appart super bien décoré, les gens ils ont mis les moyens. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Tu as la résa instantanée, tu tombes sur des petits mecs qui viennent faire la fiesta. Ouais. C'est un risque. C'est un risque, mais nous, on le maîtrise de différentes manières. Déjà, de 1, on a la possibilité de filtrer, même en réservation instantanée. Tu peux dire à Airbnb, ne mettez que des gens qui ont renseigné leur profil à 100% et qui ont des commentaires. Je ne savais pas ça pour le coup. Ouais. Parce que nous, on a des commentaires, mais les locataires aussi ont des commentaires. Ouais. Donc, on peut savoir. Et puis, je peux annuler la réservation. Tu vois, demain, je vais sur le profil du locataire, on voit que le locataire en photo avec un singe et une calache, ça sent mauvais. Voilà, ou alors surtout, tu vois, les commentaires, on lit, tu vois, 2 étoiles, 3 étoiles, a rendu l'appartement sale ou, tu vois, a détérioré quelque chose. Là, à ce moment-là, on annule. Ouais, t'as des données. Airbnb nous dit, oui, je me sens mal à l'aise avec cette réservation, j'aimerais l'annuler. Et on peut l'annuler sans frais. Donc sinon, par contre, il faut avoir une raison de le faire. Et si Airbnb, généralement, ils sont d'accord. Nous, on fait très peu. On a très peu. Mieux. Franchement, je crois qu'on a... Il y a des accidents qui arrivent, mais ce n'est pas lié au comportement des gens. Voilà, c'est des petits accidents qui peuvent arriver. Comme tu l'as dit, il y a les assurances. Airbnb, aujourd'hui, couvre tout quasiment. Tu vois. S'il y a un souci avec du matériel qui a été cassé dans l'appartement, tu prends une photo, tu le montres à Airbnb, tu leur dis ça t'a coûté combien, ils te remboursent dans la semaine. Ah, c'est bien. Ouais, Booking aussi le fait, mais Booking, ils sont moins simples. Ouais, ils sont moins réactifs, c'est moins simple. Faut pousser quand même. Donc c'est un mythe. C'est un mythe, l'appartement, parce que souvent, pareil, quand on parlait un peu dans le milieu de l'IMO... Saccagé. Ouais, voilà. Non, pas forcément saccagé, tu vois, mais quand on comparait, justement, les gens, ils comparaient. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, je préfère faire de la loc sur l'année, parce que mon appartement, il faisait un calcul assez simple, trivial, peut-être qui n'est pas vrai, du coup, tu vas pouvoir me confirmer. À partir du moment où tu as un seul et même locataire, il se comporte, ça y est, c'est chez lui. Ouais. Tu vois, donc il fait gaffe à certaines choses, machin, tu vois. C'est vrai en plus. Le mec qui vient la semaine en vacances, il peut sortir, il laisse les lumières allumées, la clim tournée. En fait, il va traiter le bien comme une chambre d'hôtel.
Après, chacun a son éthique. Il y en a même dans une chambre d'hôtel, ils se comportent... c'est pas parce que tu es à l'hôtel que tu laisses les lumières allumées quand tu sors, tu vois, ça serait bête. Mais donc c'est un mythe. Si tu récupères un appartement qui a fait 1 an d'Airbnb, un appartement qui a fait 1 an avec le même locataire, on va dire un locataire lambda, selon toi, l'appartement est dans le même état, à peu de choses près? Alors, ça dépend de plusieurs choses. De l'agence que vous avez choisie. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et de la manière... Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que nous, par exemple, on rappelle les règles, les house rules aux locataires. Elles sont affichées dans les appartements. Elles sont envoyées sur Airbnb dans les messages de confirmation. Et en règle générale, comme je disais, il n'y a pas trop de problèmes. La deuxième chose, c'est que quand on fait les check-out, nous, notre équipe, elle prend des photos de l'appartement avant et après. Donc, s'il y a un moindre problème, il est directement réparé. Alors que pendant 1 an, un appartement, ça dépend du locataire aussi. Tu viens pas souvent, c'est vrai en plus. Voilà, tu peux pas... Moi, franchement, dans mon building, j'ai fait des états des lieux pour des amis à moi qui ont investi, des voisins à moi qui ont investi, qui m'ont dit de faire des états des lieux de sortie. Je leur ai rendu service. À chaque fois, on a dû garder les cautions. C'est un grand classique, la caution gardée. Ah ouais, surtout quand ils sont meublés. Alors, quand ils sont meublés, c'est encore plus catastrophique. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, quand ils ne sont pas meublés, tu as toujours un petit coup de peinture à faire, tu factures. Mais en règle générale, même sur le short terme, à Dubaï, c'est un peu un mythe quand même, parce que les gens ne passent pas énormément de temps dans les appartements, ils sont sortis. C'est vrai, beaucoup. Ouais. C'est des couples ou des gens seuls. Donc c'est pas le bordel avec les enfants qui dessinent sur les murs. Franchement, ça m'est arrivé. Mais tu sais quoi, les familles, elles sont beaucoup plus responsables. Tout de suite, ils t'appellent. Voilà, on a eu ça, on a cassé un verre, on l'a remplacé. Combien ça coûte? J'ai mon fils qui a fait une bêtise sur le canapé. Ils prennent les devants, quoi. Ils prennent les devants. Mais derrière aussi, nous, on vérifie. Donc, ils savent qu'au check-out, ils vont ça va se voir. Donc autant... Voilà, ils vont être facturés. Donc, honnêtement, on n'a pas trop de problèmes. Et nous, en plus, on n'a aucun intérêt à ce que les appartements se détériorent. Parce qu'on doit maintenir des bons commentaires. Au-delà du respect du propriétaire et de son bien, ça, c'est encore un autre sujet. Mais on doit maintenir le bien en bon état pour pouvoir avoir de bons commentaires et que les gens continuent de louer. On a un système de revenu sharing, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur les revenus de l'appartement. Si on perd des locations, on est dans le même bateau. Exactement. On n'a pas d'intérêt à ce qu'un appartement soit moins bien loué ou à le délaisser ou à le sous-estimer ou peu importe, tu vois. Que ce soit un studio ou une villa, c'est exactement le même focus. Et vas-y, je t'en prie, Karim. Non, moi, j'avais une petite question. Est-ce que, comme malheureusement, dans l'immobilier, tu as des gens fiables et tu en as d'autres moins fiables? Est-ce que dans les agences comme la tienne, est-ce qu'on a aussi le même cas de figure? Il veut un clash, Karim. Il veut des noms. Il y a des têtes qui vont tomber. Non, mais c'est intéressant de savoir. Bien sûr. Est-ce qu'il y a réellement, est-ce que tu peux te tomber Ouais, comme dans tous les métiers. C'est faussaire, on dit, non? Évidemment. Faussaire. Non, faussaire, c'est un mec qui fait des faux trucs. Non, ça va, on va pas allumer à ce point-là. Des charlots, des charlots, des gens qui vont te vendre des biens avec pas forcément des belles photos. Parce que moi, j'ai entendu quand même, il y en a certains, ils ont été super déçus. Ils sont passés. Tu parles de la vente ou de la loc? Non, la vente, on le sait, donc c'est plus un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur. Tu veux savoir si on a trop fait de marketing sur comment est l'appartement et derrière, c'est une cabane en fait. Voilà, est-ce que toi, j'ai bien compris que tu es quelqu'un qui me plaît, dans le sens où je vois bien ton sérieux, ta fiabilité, ta crédibilité. Est-ce que dans ton domaine, comme dans Abdel, c'est plus la vente, est-ce que aussi dans ton domaine, il y a des gens. Il y en a qui, sur les plateformes, mettent des appartements qui ressemblent pas trop à la réalité. Ça, c'est vrai. Mais en fait, il y a un filtre naturel avec ce système Airbnb. C'est que ces gens-là, ils peuvent pas tenir dans la durée. Ouais, le commentaire, après. Exactement. Il remonte à la surface. C'est que les meilleurs qui, franchement, là-dessus, c'est assez punitif. Tu peux pas le vendre. Tu peux pas le louer en dehors de Airbnb, par exemple? Tu peux le louer en dehors de Airbnb. Bien sûr, tu peux le louer sur Booking, Agoda, TripAdvisor. Maintenant, tu as Google. Nous, on a notre propre site de réservation également, mais qui reprend les notes Airbnb et Booking. Donc, les gens ont quand même un visu. Et moi, déjà, nous, les biens qu'on refuse tout à l'heure, tu me posais la question, c'est des biens qui sont pas bien. C'est plus dans ce sens-là où on va faire un filtre. C'est des biens qui sont pas bien meublés. Ouais. Ou alors qui sont pas. Comment dirais-je, qui sont pas propres tu vois, qui sont insalubres, quoi, tu vois.
faut y aller vraiment pour trouver un appartement insalubre. C'est ici. Ouais. Parce que mine de rien, ça reste quand même propre. C'est surtout des problèmes des fois de maintenance, ce genre de choses. La clim, ce genre de choses. La clim, tu vois, quand tu sens dans l'appartement que la clim n'a pas été entretenue parce qu'il y a une mauvaise odeur, ils n'ont jamais fait les filtres, ils n'ont jamais fait ce genre de choses. Tu vois, là, on dit non. Tu vois, parce que, le propriétaire il va perdre son temps, il ne va pas se louer son appartement. Nous, on va perdre notre temps. Exactement. Et derrière, on ne propose pas des biens comme ça aux locataires. Tu vois. Ouais. C'est un peu bidon. Puis on sait que ça va pénaliser le listing, ça pénalisera. En fait, ça pénalise tout le monde. Ça pénalise tout le monde et il n'y a aucun intérêt de le faire. Ouais. Donc s'il y a un filtre naturel comme ça, il n'y a que les. Honnêtement, il y a que. Faut vraiment être une mauvaise agence pour aller accepter un bien comme ça. D'ailleurs, franchement, globalement, si tu vas sur Airbnb et que tu trouves un bien comme ça, tu sais. D'ailleurs, maintenant, c'est écrit, si c'est un professionnel ou un particulier, mais généralement, c'est un particulier qui loue son bien seul. Parce qu'il n'a pas fait le travail ou que justement les agences ne veulent pas le louer. C'est intéressant que tu dis ça parce que de mémoire, je me rappelais, j'avais eu 2 clients justement, ils étaient passés à l'hôtel, ils n'étaient pas contents du Airbnb. Pour le coup, c'était vraiment un Airbnb particulier. Donc c'est ça qui est intéressant de ce que tu dis. Ça peut être intéressant de passer par un particulier en direct, c'est vrai. Ouais. Mais l'avantage en fait au final de passer par une agence comme la tienne, c'est de s'exonérer un peu de toutes ces petits désagréments quand tu arrives pour passer une semaine en vacances. Et voilà, de ne pas avoir ce problème d'odeur, l'appartement insalubre. Est-ce que c'est différent en termes de prix? Il y a une grosse différence entre passer par particulier ou avec ton agence, entre guillemets? Non, en termes de prix, tu veux dire? Ouais. Tu peux... tu payes une sécurité, tout à l'heure, ce que tu disais, nous, ça nous arrive, oui. Il y a des gens qui commencent en Airbnb et derrière, ils nous disent si on passe en direct avec vous, est-ce qu'on peut négocier? Bien sûr. Bien sûr. En termes de prix, on fait toujours une petite remise. La remise, il faut qu'elle soit moins élevée que la commission Airbnb, sinon, c'est pas intéressant. Parce que derrière, Airbnb, quand même, nous offre certaines garanties. Exactement. Des modalités de paiement, ils nous font les virements en temps en heure, il y a une assurance, il y a tout ce genre de choses-là. Même derrière, en termes d'éthique, c'est mieux. Pour Airbnb? Ouais, de louer sur Airbnb? Nous, ça change rien. Le propriétaire, à partir du moment où il est payé, toi, je vois dans quel sens tu dis ça, mais c'est pas un trafic à proprement parler, tu vois. C'est pas comme si. Quoi qu'il arrive, c'est dans son calendrier. Lui. Ok. Voilà. Airbnb, nous, c'est saisi. C'est comme un système hôtelier, tu vois. C'est comme si tu vas à l'hôtel, et on prend ta réservation en direct. Voilà, c'est exactement de la même façon. C'est dans le système, c'est rentré dans le calendrier. Le propriétaire, il le voit dans son calendrier. Il sait que ça a été fait réservation en direct. Donc, on voit le canal de réservation dans le calendrier. On voit que c'est Booking, Airbnb ou direct. Voilà, tout simplement. Et donc, il n'y a aucun souci. Et même au contraire, nous, on essaie de pousser ça parce qu'il n'y a pas la commission Airbnb, comme je te disais. Et du coup, le propriétaire, il gagne plus d'argent. C'est encore mieux pour le propriétaire. Et pour Airbnb, ils ne perdent pas un peu d'argent, non? Ils en perdent, mais ils vont pas fermer non plus. Ouais, ils sont pas en appart. Parce que moi, je vais les bypass. Ouais, ça va. Ouais, bon, ok. Non, mais après, voilà, Airbnb, ils savent très bien que les gens... c'est un risque. Voilà. Après, il y a des locataires qui ne veulent pas. Ils veulent passer par Airbnb parce qu'ils ont des garanties s'il y a un problème de remboursement, etc. Exactement. Airbnb ne nous pose pas la question. Si on n'a pas fait le travail, dans un sens comme dans l'autre, pour le propriétaire comme pour le locataire, si on n'a pas fait le travail qu'il faut, si par exemple demain la clim tombe en panne et qu'on n'est pas réactif pour la réparer ou Internet, hop, ils annulent la réservation, ils la coupent. Dans certains cas même, ils stoppent les dates et jusqu'à qu'on répare. C'est bien, ils sécurisent. C'est normal. Ouais. Vous êtes noté? En vrai, si tu avais... Oui, bien sûr. Ouais. Mais si tu n'avais pas ça, t'imagines la réputation, personne ne louerait des appartements. C'est clair. Tout le monde ferait n'importe quoi. C'est clair. Et du coup, j'ai plusieurs questions. On va les faire dans l'ordre. Maintenant, avec le recul que tu as et les stats que tu as engendrés, j'imagine qu'il y a des idées reçues sur les meilleurs investissements en termes de quartier. Ouais. Parce que, je ne vais pas te mentir, nous, on est en contact direct avec les clients. Souvent, les clients, ce qui revient, c'est les coins touristiques. C'est les coins qu'ils connaissent, eux, quand ils viennent à Dubaï, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Burj Khalifa, Marina, JBR. Après, le souci, c'est que le budget ne matche pas forcément. Et après, nous, on a beaucoup de travail en amont pour expliquer que ce n'est pas que ça. Souvent, je prends l'exemple de Paris. Un touriste qui va à Paris, qui va au Trocadéro, aux Champs-Élysées, au final, il y a combien de Parisiens ou des gens qui viennent même visiter Paris qui vont pouvoir séjourner sur les Champs ou à la Tour Eiffel? C'est une infime minorité, tu vois. Mais je pense que tu vas pouvoir nous en dire plus, parce que je pense qu'il va y avoir des surprises au final. C'est exactement l'exemple que tu as pris, c'est exactement la même chose qu'à Dubaï, en fait.
En France, les biens les plus rentables sont en banlieue ou dans les petites villes, pas à Paris, mais pas à Paris centre, ça c'est clair et net. Et à Dubaï, aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, tu vois, tu peux faire la séparation. Tu as Al Khail Road, tout ce qui est derrière Al Khail, donc au sud, donc pas côté mer, c'est des bons quartiers pour investir. Alors, pas trop loin dans le désert non plus pour l'instant, ça peut évoluer parce que la ville a s'étend. Comme Arjan, JVC. Arjan, JVC. Alors, Arjan, c'est encore frais, mais tu vois, un investisseur un peu visionnaire, il peut se positionner, tu vois. Moi, je pense que c'est très similaire à JVC. Ah oui, complètement. Tu vois, JVC, c'est incroyable. C'est vraiment, aujourd'hui, pour moi... Bon, les prix ont augmenté. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu vois, c'est là où on a commencé à avoir nos premiers biens. C'était un quartier qu'on ne voulait pas viser à la base. Et moi, il y a même des Holiday Homes qui sont que à JVC. C'est dingue. Il y a des Holiday Homes qui font que JVC. Ça reste un risque, je trouve, mais bon. En fait, le quartier est incroyable. Le quartier, il est sympa. Il est proche de tout. Tu es à une quinzaine de minutes. En moyenne, tu es à 15 minutes de tout. Tu vois, tu peux rajouter qu'ils vont refaire Essa Street. Ça a été validé. Donc, ils vont l'élargir. Ils refont tous les trottoirs de JVC en ce moment. Il y a un petit centre commercial, mais très sympa. Il y a beaucoup d'espaces verts. Non, c'est honnêtement un quartier à taille humaine en plus, tu vois. Plein de petits restaurants, c'est un quartier à taille humaine. Restaurant bon marché en plus. Voilà. Il y a des infrastructures qui s'installent, tu vois. J'ai vu un cours de paddle là qui a ouvert. Plein de petits trucs comme ça. En plus, il y a une petite particularité, c'est Abdel qui me l'a appris à l'époque quand il m'apprenait un peu l'immobilier. Ce qui est génial chez JVC, moi je trouve que c'est ça qui est bien. Contrairement à Marina où c'est que des gros buildings, ils se ressemblent et tout. À JVC, ils ont vendu les parcelles à différents promoteurs et donc chacun fait l'immeuble qu'il a envie. C'est un peu freestyle. Franchement, t'as du bon et du mauvais aussi. T'as du bon et du mauvais, mais franchement, t'as des beaux immeubles à JVC. Maintenant t'as quand même des beaux immeubles. Et moi, je trouve que ça donne son charme en fait au final. Tu vois un super gros building, à côté, tu en vois un autre à taille humaine. Je trouve que ça donne vraiment son charme. L'avantage aussi, c'est ça, c'est que t'as des hauts buildings, mais t'as pas que des hauts buildings. Quand tu viens, en fait, t'as une impression de clarté. Tu respires un peu. Tu peux marcher. C'est un des rares quartiers où tu peux quand même un minimum circuler à pied. Et je pense que des gens qui viennent d'arriver à Dubaï, c'est moins... T'as moins une claque tout de suite. C'est ça. T'arrives à Marina, t'es jamais venu. En plus, t'es touriste. Tu loues une voiture. Franchement, j'imagine même pas le stress que ça doit être. T'es là, entre le panneau, le truc. Étouffant. Et puis surtout Marina, quoi. Parce que Marina, c'est incroyable. Et en plus, JVC, ce qui est bien, c'est que... Parce que moi, j'y ai habité, donc je le sais. C'est pour ça que j'aime bien ce quartier. Mais 20 minutes d'entente, 20 minutes de Marina, Road, pas de péage. Derrière, t'as le 311. C'est incroyable. Le quartier, en plus, il est en mode circulaire. C'est pour ça qu'il s'appelle JVC. Et franchement, c'est un très joli quartier, c'est vrai. C'est clair. Et puis, après, voilà. Pourquoi ça reste un bon investissement ? Les prix, même s'ils ont augmenté, ils restent quand même assez élevés. Et la location, elle est quand même assez élevée, entre guillemets. Tu voulais dire, parce que tu as dit assez élevé, ça veut dire les prix même... À l'achat. Non, ça veut dire quand même ils ont augmenté, ça reste des prix d'entrée par rapport à la loc que tu vas en tirer. Exactement. Il y a un écart qui est plutôt bon. Ceux qui ont acheté il y a 1 an et demi, 2 ans, et même encore 6 mois, parce que ça a augmenté encore entre-temps, on fait des très bonnes affaires. Ceux qui achètent maintenant font des bonnes affaires. Parce que, surtout pendant le Covid, il y avait des là, ils ont fait des coups de fou. C'était incroyable. J'ai des clients qui ont fait des x2 sur des reventes. J'ai jamais vu ça, quoi. Maintenant, ça reste quand même des super investissements. D'ailleurs, j'ai des clients qui ont acheté quand c'était pas cher et qui achètent maintenant que ça a augmenté parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, même avec l'augmentation, ça reste hyper rentable pour eux. On a atteint des... Et là, on parle de vrais chiffres, on parle pas de... C'est pas d'extrapoler des trucs c'est pas extrapoler. Pubs, le bien qui a fait le plus gros retour sur investissement à Dubaï dans mon agence, c'est 11,87% de retour sur investissement net pour un studio à JVC. C'est propre. C'est une belle... En tout cas, pour les gens qui sont en France, c'est de la science-fiction, des rentas comme ça. Et c'est la première année. C'est-à-dire que la première année, tu n'as pas de commentaires, donc tu n'as pas un bien ultra optimisé. Exactement. Donc forcément, tu vois, quand on compare à Downtown, Marina ou même La Palme, où les prix sont tellement élevés qu'il n'y a plus de corrélation avec le prix locatif, tu fais difficilement, si tu arrives à faire du 7%, déjà c'est énorme. En plus, les charges derrière qui te tabassent, parce que même si tu es à La Palme, tu peux te permettre de faire un loyer élevé. On me signale qu'on va devoir rendre l'antenne dans pas longtemps. Mais donc franchement, ce que dit Hilal, là, c'est un trésor, ce genre d'infos. Je vous dis sincèrement, les gars, prenez-le en compte.
Et surtout, quand vous vous dites investisseur, agissez en tant qu'investisseur. Ça veut dire faites plus parler la raison que le cœur. Ouais. C'est bien beau Marina, mais si tu perds de encore Marina, je trouve tu peux quand même te rattraper. Il y a des belles affaires. Mais la Palme, je suis un grand fan de la Palme. Hein. C'est un achat patrimoine, je pense, avec quelque chose que tu achètes, que tu gardes pour plus tard revendre ou même garder. Tu arrives à faire l'hypothèque ou tu fais des levées de fonds, peu importe. Mais pour de la location courte durée, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Mais tu as dit un truc hyper important, parce qu'il y a beaucoup de primo-accédants en majorité. Ouais, beaucoup. C'est vraiment, ne mettez aucune émotion dans votre achat. C'est pas pour vous, surtout si c'est de l'investissement locatif. C'est la raison qui doit primer. Ouais. Voilà, c'est pas pour y habiter. Il y en a qui disent j'ai envie de le meubler, c'est particulier pour moi, nanani, nanana. Ok, c'est soit. Par contre, regardez les chiffres. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent. J'ai acheté ce bien, j'aimerais savoir combien il va me rapporter. Alors que le vrai cheminement à faire, c'est combien va me rapporter ce bien si j'achète ça. Voilà, exactement. Tu as acheté, tu as déjà mis 100 000, 200 000, enfin 100 000, maintenant 150 000, 200 000, 300 000, et tu sais même pas combien ça va te rapporter. Faut faire le cheminement dans le sens inverse. Exactement. Ouais, et surtout, donc, on a la chance à table, en fait, parce qu'il faut qu'on se termine. Mais au final, trouver le bon interlocuteur. Donc là, on a Abdel qui est un bon interlocuteur pour la vente. Et on a Hilal, qui est le bon interlocuteur pour la rente locative, si j'ai bien compris notre conversation. La boucle est bouclée. Voilà, sachant que j'en parle aussi, parce que c'est vrai qu'on a des clients qui sont... Moi, j'ai des clients que j'ai jamais vus, des propriétaires. Là, tout est à distance. On s'est occupé de leur ameublement, d'ouverture des comptes Jiwa, Internet, clim, etc. Bien, voilà, vraiment, tout a été fait à distance. Ils ont une confiance dans l'agent immobilier. Ils nous introduisent et derrière, voilà, après ils savent que c'est un cercle vertueux. Après, tout le monde se fait confiance. Et franchement, l'application, c'est une grosse plus-value. Shehan, we good? You can let them in. We good, yeah. En tout cas, je pense sincèrement qu'on va refaire un épisode avec Hilal parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est vrai, ouais. Avec plaisir. On a été pris par le temps. Il est venu encore. Merci à toi. Vraiment, tu es venu alors que je t'ai appelé 45 minutes, 1 heure avant. Et beaucoup d'infos précieuses. Donc, écoutez les professionnels. Je l'ai fait, c'est un vrai métier, j'ai pas envie de le refaire. Je vous dis franchement, donc vous lancez pas chez n'importe qui, on va mettre son contact en description. Ah ouais, ça c'est sûr. Je vais le mettre aussi dans l'application. Ouais. Avec plaisir. Les gars, merci encore. Merci à vous. Plaisir, merci pour votre temps et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.